Je voudrais demander maintenant à nos trois amis, Fanch Peru, Janber Piriou, à Steen San Laurens, d'Azon Assemblées, puis à Nol, vous avez bien connu Yves Persson, et ce serait bien de vous voir tous les trois en même temps. Il y a justement trois chaises, ça tombe bien. Pendant que vous descendez, je vais lire un témoignage de Roger Ledu, que beaucoup d'entre nous connaissent, Pod Calanel, qui aurait dû être avec nous. Il devait être là, ainsi que son épouse Claude, mais il a été opéré de la cataracte et il va être opéré d'un autre œil. Et donc il m'a demandé de vous lire le petit message suivant. On m'a dit que tu es allé à Madagascar et que tu parles un peu le malgache. C'est par cette question qu'Erwan Persson m'avait abordé lors d'une réunion d'Arfals Colvreis. Il connaissait parfaitement l'histoire et la culture des différentes ethnies de l'Afrique de l'Ouest, Peul, Bambara, Malinké, etc., et en parlait beaucoup. Sa curiosité concernant les ethnies des rivages africains de l'océan Indien était tout aussi insatiable. Quelle langue vernaculaire parle-t-on aux Comores? Est-ce qu'ils utilisent cette langue de diffusion qu'est le Swahili, comme au Mozambique, à Madagascar, à Zanzibar, à Pemba, au Tanganyika et au Kenya? L'apport malgache des Sakalaves est-il important à Mayotte? Mais les langues et l'histoire des ethnies africaines n'étaient pas ses seuls centres d'intérêt. Je suis persuadé que cela l'avait amené à s'intéresser à la culture et à la langue bretonne, et avait fait de lui un militant de la cause bretonne. Il faisait beaucoup d'efforts pour entretenir une conversation en breton, et nous étions, Claude et moi, pour lui, des auditeurs. Quand je l'avais vu pour la dernière fois en 1981, je crois, il était très malade. Il m'avait dit en breton, « Neus netra d'oberkeen, met maspe skred huas, en orzen kos, gul gante don damjikur. » Il n'y a plus rien à faire, mais si tu crois encore en nos vieux saints bretons, demande-leur de me venir en aide. Roger Ledu. Bon, ma personne dans la Zéza, Janber, Steen, Ag Fanch Peru, trois amis depuis longue date, trois auteurs bretons, surtout Janber le poète, Fanch, poète aussi, mais aussi romancier, et Steen San Laurens, je ne sais pas comment te définir. Philosophe. Écrivain aussi. Écrivain aussi. Pio Agrogo. Dites. Aninikosa. Nous n'avons Pio Aninikosa, le plus ancien. Les Krog et Barde. J'ai été surpris parce que, à part le dernier témoignage de Fanch Morvanou, on a finalement très peu parlé de l'homme. Oui, c'est pour ça. Et je voudrais dire une petite anecdote. J'ai eu l'occasion de faire l'analyse de caractère de Erwan Persson dans les circonstances suivantes. Il m'avait amené faire une tournée, voir des poètes bretons, dont l'abbé Boissel-Dubourg et puis Modeste Landour. Et puis dans l'emploi il y a un des écrivains qu'on devait voir qui n'était pas là. Donc il y a eu un trou dans l'emploi du temps. Et pour Persson, c'était un truc abominable, quoi, un trou dans l'emploi du temps. Donc j'en ai profité pour lui faire son analyse de caractère. Donc je lui ai dit, tu es un passionné, c'est-à-dire émotif, actif, émotif, secondaire. Et finalement, je lui ai dit, c'est exactement le même caractère que Hitler. Alors évidemment, il était un petit peu surpris. Si j'avais été moins agressif, j'aurais dit Beethoven aussi, c'était un passionné, puisque le passionné, il peut être passionné par n'importe quoi, finalement. Hein. Et lui, évidemment, c'était pas tout à fait les mêmes intérêts que Hitler. Alors, ceci dit, ce que je ne lui ai pas dit et que j'aurais dû ajouter, c'est que dans son caractère, il y avait un autre facteur extrêmement important, c'est la tendresse. Persson était un homme profondément bon, généreux et tendre. Et je pense que ce qui est très frappant chez lui, c'est qu'il ne faisait aucune discrimination entre les gens qu'il rencontrait.
quel que soit leur niveau social, et ils pouvaient inviter en même temps des gens extrêmement simples et des sommités, et sans faire absolument aucune différence. Et ça, pour moi, c'est absolument extraordinaire. Alors, pour en revenir maintenant à sa passion, on peut se poser la question de savoir pourquoi Erwan s'est mis à cette passion et pourquoi il y a eu ce renversement, un administrateur colonial qui devient un historien de l'Afrique vu par les Africains. C'est quand même quelque chose de fantastique, quoi. Alors, moi, je n'ai pas la réponse, mais peut-être qu'une des réponses, c'est celle-là, c'est que fondamentalement, c'était un homme bon. Et donc, l'idée qu'il y avait des gens inférieurs et d'autres supérieurs, ça lui échappait complètement. Voilà. Fange Perru, écrivain breton. Bon, alors moi j'ai découvert Arfals en 1957 à Blomel, là où il y avait donc Mercier, Mercier qui était un Et ensuite j'ai continué. En 1960, le stage d'Arfals s'est déplacé à Cardiff, Pays de Galles. On était une centaine, c'était super, très motivant. J'avais 20 ans, donc c'était vraiment super. Et la première rencontre avec Yves Persson, c'était l'été 61. J'étais chez moi, à Kéroserne, donc ouvert, dire 8 km de Saint-Éflamme, là où il était lui, en vacances. Il m'avait téléphoné pour me dire d'aller le voir. Qui lui avait donné le numéro de téléphone, je sais pas, Caravelle sans doute, ou quelqu'un comme ça. Et bon, je suis allé à Scooter. J'étais accueilli assez froidement par Madame Persson, mère, je sais pas. Mais enfin bon, ça s'est passé bien quand même, quoi, ça s'est bien passé. Mais après, alors, quand il est entré, lui, à Rome, alors c'était super. Très chaleureux, un homme d'une grande culture, beaucoup de relations haut placées, et puis qui est très simple en même temps, il tapait sur l'épaule, et tout ça, c'était extraordinaire. Et après, donc, il venait me chercher de temps en temps chez mes parents, à Quinterre, c'était pas loin, 8 km. Bon. Là, ma mère, qui tenait donc un café épicerie, me faisait entrer dans la cuisine, hein, comme les meilleurs clients, tout ça, quoi, hein, il rentrait dans la cuisine. Alors il s'asseyait, faisait le café. Le temps que le café soit chaud, il avait vidé la moitié du sucrier. Il continuait nerveusement, il était très nerveux. Il continuait à manger le sucre, aussi. Et après, donc, il m'emmenait sur la côte, voir des gens qui connaissaient, lui, des profs de Langso et des gens comme ça, puis aussi des monuments. Il conduisait très vite, il conduisait au frein, il freinait à fond à tous les virages, pratiquement. Puis après, il accélérait encore. Et une fois, je me rappelle, on a traversé toute la Bretagne comme ça. Hein. On allait du Trégor en Pays Vanté, c'était une réunion quelconque d'Arfals, traversée par des routes qui étaient encore moins bonnes que maintenant. C'est les routes de traverse par Et c'était tôt le matin, il y avait des tourterelles, des pigeons, des passereaux, des moineaux sur la route. Pas un n'a survécu. S'envoler dans Paris. Voilà, bon. Ensuite, bon, ben, je le voyais tous les étés, pratiquement. Et puis il y a eu l'épisode aussi du stage de Marie Leroy. Au début des années 60, il y avait à Marie Leroy donc, un stage du MLCR, hein, Pierre Honoré était aussi, ouais, le mouvement laïque des cultures régionales, où il y avait les Bretons, les Occitans, les Catalans, les Basques. Donc pour la Bretagne, il y avait Caravelle, il y avait Pierre Honoré, justement, Pierre-Jacques-Elias, Yves Persson venu aussi. Il y avait pour l'Occitanie Robert Laffont.
Lagarde, Ségui, etc. Il y avait une cinquantaine, une soixantaine de personnes. C'était très intéressant, ça durait quelques jours, et le soir, souvent on allait au spectacle à Paris. Et souvent dans la voiture dispersion, à fond la cale encore. Et un soir, on est allé voir une pièce de Robert Laffont, La Nova, La Louve, au théâtre André Camier. Alors Laffont nous avait bien expliqué avant, parce que c'est-à-dire comme ça se passe, c'est une pièce en concert courtois, c'est ça, c'est pas très simple à suivre. C'était en français, quand même. Bon, alors là, voilà. Bon, alors les stages d'Arfals, c'est pas la peine que j'en parle, puisque j'y étais, Pierre Honoré en a longuement parlé, hein. Surtout le stage de juillet 73 à Namur, sous la présidence d'Yves Persson, là, la relance d'Arfals, les définitions là, qu'il vous a données, 10 septembre 74, c'était à 6 ans, toujours présidence d'Yves Persson, âgé après le stage. On a entériné les définitions rédigées en 73. Voilà, dans les années 75-76, il y en a eu une fois, je ne me rappelle plus exactement, on a fait à Tréguier une semaine Bretagne-Irlande. Il y avait une soirée musique irlandaise, une soirée musique bretonne, et à Fézos, évidemment, pour finir, une conférence d'Yves Persson sur Connolly. Voilà, ça c'était. On ne faisait pas beaucoup de choses comme ça à Tréguier dans ces années-là. Je reviens un petit peu sur l'avenue de Mitterrand à Lannion en 1974. Alors, Yves Persson était à la tribune. Tout le monde n'a pas entendu la même chose. Moi, j'ai entendu. Jean-Jacques a dit quelque chose. Moi, j'ai entendu. La Bretagne, je risque de Mitterrand. La Bretagne, je ne risque pas de l'oublier, parce que si je l'oubliais, Yves Persson se chargerait de me le rappeler une fois par semaine. Tous les semaines. Alors, entre moi et puis Erwan Persson, on avait souvent des discussions à partir des années 70, surtout sur son engagement au PS et sur le bien à l'UDB. Bon, ben là, lui, il disait avoir fait le choix d'efficacité. Je ne vais pas trop comprendre ça, et je le comprends encore moins aujourd'hui. L'été 81, bon, dernière rencontre pour nous, pour ma femme et moi, lors d'un dîner à Saint-Éflamme, après son opération. Étienne et Marie-Christine étaient là. Ouais, c'est ça. Mais il avait à ce moment-là, il avait encore le moral. Malheureusement, ça s'est mal passé après. Mais c'était quelqu'un. Hein. Quand il brassait, c'était pas du vent. Voilà. Et je suis là. Jean-Baptiste Rioux, poète breton. C'est à la bibliothèque Bernheim, à Nouméa, en 1954, que pour la première fois j'ai rencontré Yves Persson. J'y faisais alors des recherches sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Un livre qui venait de paraître attira mon attention. Il s'agissait de La Nouvelle-Calédonie et l'Europe, de la découverte en 1774 à la fondation de Nouméa en 1854, édité à Paris aux Nouvelles Éditions Latines. Au départ, c'était un mémoire de fin d'études qui avait été présenté à l'École nationale de la France d'Outre-mer en 1950. Il avait d'abord paru dans la revue d'histoire des colonies en 1953, où il avait attiré l'attention du comité parisien du centenaire de la présence française en Nouvelle-Calédonie. C'était en effet le premier ouvrage d'ensemble sur les origines de la Nouvelle-Calédonie et même en fait le premier livre d'histoire sur ce territoire. J'y puisais une information précieuse
qui alimenta beaucoup mes articles qui devaient paraître dans la France australe, le quotidien de Nouméa, en octobre 1954. Les 29 et 30 août 1959, la mairie de Lannion accueillait le congrès des groupes d'études économiques et sociales créés par l'abbé Pierre Bourdelès. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Collin, je crois, évoquer Louis Massignon, et quelque chose me donne à penser que c'est sans doute par son intermédiaire qu'il était rentré en contact avec l'abbé Pierre Bourdelès, qui a beaucoup collaboré avec Louis Massignon à propos du pardon islamo-chrétien des sept saints. Donc, ce jour-là, à Lannion, il y avait des personnalités importantes. Y participaient, par exemple, le révérend père Lebret, directeur d'économie et humanisme, et Joseph Martret du CELIB, le comité d'études et liaisons des intérêts bretons. La salle était pleine et les débats furent très vifs. C'est là que, pour la deuxième fois, donc, j'ai rencontré Yves Persson. Son rejet du colonialisme rejoignait le mien. J'avais en effet fait toutes mes études au lycée La Pérouse de Nouméa, où de la 6e à la terminale, je n'avais jamais vu aucun Kanak. Là-bas, j'avais aussi connu Jean Mariotti, surnommé le Kanak blanc à Nouméa, mais aussi l'ethnologue Maurice Lénart, sous les ordres duquel mon père travaillait à l'Institut français d'Océanie. Et Maurice Lénart, donc, père des études mélanésiennes, et Jean Guillard, son principal disciple. Ce n'étaient pas, bien sûr, des inconnus non plus pour Yves Persson. Ça contribua aussi à nous rapprocher. Par ailleurs, tous les deux, nous avions la passion de la langue bretonne, qui était alors encore fortement enracinée dans les familles paysannes. Enfin, nous partagions la même réprobation quant à la façon dont cette langue était traitée dans son propre pays. Il était urgent de dénoncer la conspiration du silence et de l'ignorance, urgent de s'organiser et de mieux informer l'opinion publique. Arfals nous rapprocha aussi. Nous échangeâmes nos adresses et désormais, à chaque fois qu'il revenait en vacances à Saint-Efflam, à Saint-Efflam, Yves Persson venait me voir à Ploumilliau, à Plusunette ou à Triquet. Et souvent, nous partions ensemble à la rencontre de tel ou tel militant, écrivain ou poète, avec lequel il souhaitait s'entretenir. D'autres fois, on se retrouvait aussi dans des stages d'Arfals, qu'évoquait Forge tout à l'heure, ou de l'Union démocratique bretonne. Ainsi, de cet été des années 70, je ne pourrais pas préciser l'année, avec quelques camarades, nous avions organisé un stage d'immersion linguistique en breton dans ce qui est devenu depuis le centre culturel de Ploubert, pas loin de Lannion. Chaque soir, après dîner, il y avait une conférence. On parlait d'histoire, de littérature, de l'Irlande contemporaine, de l'anthroponymie bretonne, d'autres sujets encore. La plus appréciée de ces interventions fut celle consacrée par Yves Persson aux langues africaines. C'était la première fois qu'il faisait une conférence en breton, m'avoua-t-il, après coup. La première fois aussi, sans doute, qu'un professeur de la Sorbonne faisait un véritable cours universitaire en breton à l'université de Ploubert. Pour nous tous, ce soir-là, ce fut une grande joie, un grand moment. Et puis, entre nous, il y avait aussi les lettres. Certaines me parvenaient de Marly-le-Roi, d'autres de Dakar. Il m'écrivait toujours en breton et souhaitait bien sûr que je lui réponde dans la même langue. Il insistait aussi pour que je lui signale éventuellement ses fautes. En février 1967, une lettre de lui me fit part d'une entrevue avec Jacques Fauvet,
qui envisageait la publication dans Le Monde d'une série d'articles sur les langues régionales de France dont il était urgent de s'occuper enfin. Cela devait commencer par une présentation de la littérature contemporaine en langue bretonne, qu'il me demandait de prendre en charge. J'acceptais. Cela faisait plusieurs années déjà que j'adressais des chroniques régulières aux Lettres françaises de Louis Aragon et au journal de l'UDB, Le Peuple breton. L'article parut en mars 1968. Les temps étaient porteurs de renouveau. Il y avait alors en Bretagne une remarquable floraison de talents qu'il fallait absolument faire connaître au grand public. Des hommes et des femmes déployaient une énergie incroyable au service d'une langue et d'une culture dont la radio, la télévision et la presse parlaient le moins possible. Des noms comme ceux de Ronan Nurn, Angela Duval, Ewen Guernic, Pierre-Jacques Ezelias lui-même étaient alors largement inconnus. Pourquoi ne publierais-tu pas une anthologie de la poésie contemporaine en langue bretonne ? Me demanda un jour Yves Persson. Adresse-toi donc de ma part à Pierre Le Roland. Il travaille aux éditions Nathan. Je lui en ai parlé, l'idée devrait l'intéresser. Ce fut le cas, en effet. Mais, les événements s'étant précipités, le projet ne prit corps que 3 ans plus tard, grâce à Paul Keinec. Ce furent donc les éditions Pierre-Jean Oswald qui publièrent Défense de cracher par terre et de parler breton. Yves Persson avait raison. Ce livre répondait à une attente. L'accueil fut inespéré. La première édition très vite épuisée, Pierre-Jean Oswald en fit une deuxième, puis une troisième. Et un beau matin, dans ma boîte postale, je trouvais une enveloppe de la présidence de la République. L'auteur en était bien le président. Elle avait été postée à Paris. Mais en fait, elle venait du Sénégal et contenait la lettre que voici. Cher monsieur, j'ai reçu... Cher monsieur, j'ai reçu en son temps votre anthologie bilingue qui m'a vivement intéressé. Pour être connu en tant que défenseur de la francophonie, je n'en suis pas moi le premier à me pencher sur le problème de la sauvegarde des langues en voie de disparition, qui constitue le patrimoine culturel de certaines minorités. Déjà, du temps où j'étais chercheur au CNRS, j'avais entrepris de recueillir les poèmes de mon ethnie sérère. Maintenant, je m'occupe de la préparation d'un dictionnaire de cette même langue et j'y attache beaucoup d'importance. Donc, vous pouvez être sûr que je comprends fort bien les motivations qui vous ont poussé à publier votre livre et je ne saurais trop vous en féliciter. Avec mes sincères remerciements, je vous prie de croire, cher monsieur, à l'assurance de mes sentiments attentifs, Léopold Sédar Senghor. À plusieurs reprises, par la suite, Léopold Sédar Senghor eut l'occasion de redire combien la sauvegarde de la langue et de la littérature bretonne lui importait. Bien sûr, il y avait eu l'influence de Pierre-Jacques Ezelias et de son Cheval d'orgueil en 1975, ses poèmes bilingues de la Pierre Noire, publiés chez Pierre-Jean Oswald en 1976, mais avant tout, bien sûr, il y avait eu ses entretiens avec Yves Persson. D'abord à l'École nationale de la France d'outre-mer, où ce dernier est son élève, ainsi qu'on l'a rappelé, et puis ensuite au temps de l'université de Dakar. Nul doute qu'ils aient alors souvent évoqué ensemble ce portrait du colonisé du Tunisien Albert Memmi, dont les premières pages avaient été publiées par les Temps modernes dès 1957. C'est peu de temps après la lettre de Senghor que Yves Persson sollicita à nouveau ma collaboration. Cette fois, il s'agissait de participer à la rédaction d'un numéro complet, d'un numéro spécial des Temps modernes consacré aux minorités nationales en France. Jean-Paul Sartre
lui donnait pleine et entière carte blanche. Le numéro parut en août-septembre 1973. Des personnalités aussi diverses que Robert Laffont, Henri Jourdan, Louis-Jean Calvet, Charles Santoni et Michel Friponneau y avaient également contribué. Comment oublier l'article de Mona Ozouf dans le Nouvel Observateur du 4 novembre suivant? Je rappelle à ceux qui l'auraient oublié que Mona Ozouf est la fille de Jan Sawyer, fondateur d'Arfals en 1933. Voici donc ce qu'elle écrivait dans le Nouvel Observateur à propos de ce numéro. La gauche a si longtemps et de si bonne conscience prôné l'assimilation qu'elle a toutes les peines à admettre que son bel égalitarisme cache et contient l'ethnocide. Il lui faut refaire toutes ses classes. C'est à cette rééducation que se consacrent les temps modernes, avec une insistance parfois laborieuse. La gauche a la tête dure, il est vrai. Et quelques lignes plus bas, elle ajoutait « Combien de temps les minorités nationales devront-elles encore produire leur raison d'exister ? Dans combien de discussions ethnologiques et philologiques leur faudra-t-il se perdre ?» Un peu plus tard, le même Nouvel Observateur publiait un débat sur le thème « Fallait-il détruire la Bretagne ?» Les deux débatteurs étaient Richard Marienstrass, professeur d'anglais à la Sorbonne, et Yves Persson. Ce dernier y déclarait en particulier « Il se trouve que j'ai passé 20 ans de ma vie en Afrique et qu'au cours de toutes ces années, j'ai constaté que le système colonial français détruisait d'une façon radicale toutes les cultures qu'il rencontrait. La conception française de l'État-nation est en train d'achever de mettre les pays, notamment en Afrique, dans des contradictions impossibles et dans des impasses. En 1984, Christophe Wonji, professeur d'histoire à l'université d'Abidjan, écrivait dans Présence africaine les phrases suivantes. L'expérience africaine de l'administrateur colonial français d'origine bretonne devait ainsi révéler à Yves Persson, à travers la similitude des situations linguistiques en Afrique et en Bretagne, la nécessité du combat pour la revalorisation de toutes les cultures. Je suis souvent passé devant la maison de Saint-Efflamme au cours de ces années-là. Quand je voyais qu'elle était ouverte, je m'arrêtais et j'allais saluer mon vieil ami. Un jour, j'eus le bonheur de m'y trouver face à face avec le général de Bollardière. Ce sont là des moments qui comptent. L'échange entre nous fut riche et intense. Étienne de Saint-Laurent peut en témoigner. Et puis, il y eut cet autre jour où, étant venu le voir à Saint-Efflamme, Donatien Laurent et moi, il nous déclara qu'il se savait condamné et que nous ne nous reverrions plus. C'est peu de dire que je ne l'ai jamais oublié. Sa pensée et son humanité chaleureuse nous soutiennent toujours. Nous méritons toutes nos rencontres, disait Saint-Exupéry. Elles sont accordées à notre destin et ont une signification qu'il nous appartient de déchiffrer. Pour ce qui me concerne, je ne sépare jamais la mémoire d'Yves Persson de celle de Léopold Sédar Senghor, de Bollardière, de Léon Fleuriot, de Yves Le Gallo et de Jan Sawyer, le fondateur d'Arfals. Ce sont des hommes comme cela qui donnent un sens à nos vies. Trugare et Erwan Persson. Je précise que Mona Soye-Ozouf aurait dû être parmi nous. L'année dernière, elle m'avait assuré qu'elle pourrait se libérer, qu'elle interviendrait.
Entre-temps, deux événements sont survenus. D'une part, elle est invitée à un colloque qui a lieu à Princeton au début juillet en l'honneur de son mari décédé, Jacques Zouf. Deuxièmement, elle n'est pas très bien portante, souffrant de problèmes d'yeux et de problèmes autres. Normalement. Pour clore cette intervention, vous pouvez rester 2 minutes, j'ai reçu un mail d'un conseiller régional, l'ancien membre d'Arfals que vous connaissez tous, Éric Gourmelen. Alors, c'est bref, il m'a envoyé en breton, je vous le lis en breton, je traduirai. Anavezet marat meus if person e barzar fals ar blavesio tri ugent agont chomet edarempret betegarfin goude mawa de taben dalaka de gensert fugerolas bar jeu moi betro assembles gant arman keravel d'ober un droia de breis hag e vignon occitan. Sonj meus de skomzou hag estlam hemman pennoa d'isolo et santegonek diouz a nos gant vouleier auto arman keravel. Hag e lavar o lot neuske d'ur bop deus ar vreton. Je traduis. J'ai bien connu Yves Persson dans Arfals des années 60 et nous sommes restés en relation jusqu'à la fin. Une fois qu'il était parvenu de mettre son ami Fougerolas Barjeux dans le coup, nous avions eu l'occasion, en même temps qu'Armand Keravel, de faire une virée en Bretagne avec son ami occitan. Je me rappelle les paroles et l'étonnement de celui-ci quand il avait découvert Saint-Égonec la nuit à la lumière de la voiture de Keravel. Et certains diront que les Bretons ne sont pas un véritable peuple.